Bienvenue dans cette émission du 18 juillet 2023 de ma Web TV sur laquelle je vous dispense de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Dans le cadre de cette série de 40 émissions au cours desquelles nous revisitons une par une toutes les facettes de la gestion de la crise Covid, nous allons aborder aujourd'hui la question des traitements qui ont tué massivement au cours de cette crise. Rappelons-nous pour commencer ce qui nous a été dit. La première chose, c'était que si on était malade, il fallait s'isoler chez soi, prendre au besoin du Doliprane, jusqu'à 3 grammes par jour au total, en attendant que ça passe. Et si ça passait pas, de se faire évacuer en urgence vers les hôpitaux. Ça a permis accessoirement à Sanofi de faire une production record de Doliprane en 2022, mais bon, c'est pas un médicament très lucratif. On nous a aussi dit qu'il y avait quelques substances médicamenteuses qui s'avéraient prometteuses quant au traitement précoce du Covid, notamment le fameux Remdesivir. Et puis enfin que la maladie était vraiment très grave parce que les patients atteints, hospitalisés en urgence, avaient besoin d'être intubés et mis sous respiration artificielle, ce qui était évidemment très grave, et donc la preuve aussi que la population entière devait se soumettre aux injonctions des autorités pour éviter qu'on encombre les services d'urgence des hôpitaux avec des malheureux plongés dans des situations aussi difficiles, sachant que c'est une procédure extrêmement invasive et qui laisse de toute manière des séquelles très graves, même si la personne survit. Alors, qu'en est-il réellement? En ce qui concerne le Doliprane, ou le paracétamol, ça a simplement été une erreur thérapeutique majeure d'en prescrire. Alors effectivement, les données le confirment d'une manière absolument probante. Là, vous avez un diagramme comparatif de l'utilité de la vitamine D et du paracétamol ou du Doliprane. Le nom technique est acétaminophène en anglais. Et vous voyez que le Doliprane est toxique très clairement pour les patients atteints de Covid, alors que la vitamine D est extrêmement protectrice. Et on sait aujourd'hui pourquoi. En faisant baisser la température, le paracétamol diminue le taux et l'activité de l'interféron, qui est une molécule antivirale produite naturellement par l'organisme. Et puis on sait depuis pas mal d'années maintenant que ça interfère avec le glutathion, qui est une substance qui est protectrice, là encore, notamment des formes graves de la maladie. Donc on a trouvé, je cite l'article de l'AIMSIB, le fait que la maladie est d'autant plus dangereuse que le taux de glutathion est faible, tendance faiblesse du glutathion que l'on retrouve chez les personnes âgées, mais aussi chez les personnes ayant reçu du paracétamol à haute dose. Et donc, puisqu'il ne faut pas faire baisser la quantité de glutathion circulant, toute action en ce sens est une erreur, et donc nos autorités qui ont imposé du paracétamol comme unique recours de soins sont probablement responsables de l'apparition de difficultés respiratoires au bout de 10 jours, qui peut directement être mise en lien avec cette très mauvaise indication thérapeutique. Et donc la question de François est d'autant plus pertinente, posée le 6 janvier 2021 déjà, le paracétamol aurait-il tué? On sait que c'est un médicament qui est très facilement hépatotoxique, et prescrit de cette manière, c'est évident qu'à défaut de tuer, il aura participé à l'émergence d'un nombre exagéré de formes graves. Qu'en est-il du Remdesivir maintenant? Ah, cette fameuse molécule dont les louanges ont été chantées sur tous les plateaux de télévision par les médecins financés par l'industrie pharmaceutique, dont bien sûr Karine Lacombe, qui n'a pas arrêté de faire l'éloge de ce produit, et dont on observe, Karine Lacombe, qu'effectivement, elle fait partie des médecins qui ont le plus touché d'argent du laboratoire producteur du Remdesivir, c'est-à-dire Gilead. Cela dit, qu'en est-il de la molécule elle-même? Bien, vous voyez, je vous renvoie très souvent au blog de Patrice Giberti, qui est absolument remarquable, qui fait un travail dantesque et de longue haleine. D'après les observations réalisées sur 17 millions de malades américains, il y a 5 fois plus de décès avec le Remdesivir qu'avec l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine.
On rappelle au passage que l'ivermectine a été disqualifié parce que l'expert de l'OMS en charge du dossier a été corrompu. Pour celles et ceux qui ignoraient cette affaire, je vous invite à consulter l'article sur le site de l'AIMSIB, parce qu'on voit que Andrew Hill, qui était extrêmement enthousiaste quant aux perspectives de l'ivermectine, dès qu'il s'est vu attribuer ce mandat par l'OMS, a commencé à tenir des propos complètement contradictoires. Un mois après, il disait non, l'évidence scientifique n'est pas suffisante en dépit de toute évidence. Et il a confessé, il a admis lors d'une conversation en visioconférence avec le docteur Tess Lawrie qu'il avait subi des pressions de la part de l'OMS pour disqualifier l'ivermectine. Et donc, on a privilégié le remdesivir, qui est un médicament dont la toxicité hépatique et rénale est connue depuis des années. Et vous voyez, Naomi Wolf, qui est une grande journaliste, dit « Les experts ont osé prétendre que le remdesivir arrêterait le Covid. À la place, il a arrêté la fonction rénale, il a fait exploser les foies et différents autres organes. » Je vous montre des statistiques du CDC américain qui montrent que le nombre de maladies du foie non alcooliques a explosé, non pas quand le Covid est arrivé, mais quand la prescription de remdesivir a commencé à être effectuée de manière massive. Tout récemment encore, de nouvelles études confirment encore et encore que la prescription de remdesivir augmente la mortalité à l'hôpital. L'OMS avait pourtant, le 20 novembre 2020, émis une recommandation de non-usage du remdesivir du fait de sa toxicité et de son inefficacité. Il faut savoir, pour la petite histoire, que la Commission européenne a commandé pour 1 milliard d'euros de remdesivir la veille de la publication de la recommandation de l'OMS, et évidemment que par communication entre les services, la Commission européenne ne pouvait pas ignorer cet état de fait. Sachant que le gouvernement américain a versé aux hôpitaux qui utilisaient massivement le remdesivir un supplément de 20% sur la facture hospitalière. Oui, oui, vous avez bien entendu, s'ils utilisaient bien du remdesivir. Et on a vu notamment ce scandale supplémentaire que je vous présente ici, c'est Craig Kelly, un homme politique australien, qui l'a révélé. Une fois que la vaccination a été déployée, les patients qui entraient à l'hôpital vaccinés étaient soignés sans remdesivir, alors que dans beaucoup d'endroits, et là vous avez l'algorithme de décision à ce sujet, les patients non vaccinés souffrant du Covid étaient systématiquement mis sous remdesivir, avec des péjorations et des dommages à leur santé, ce qui permettait de prouver que les non-vaccinés étaient plus en danger que les vaccinés. On est donc dans un schéma d'une perversité et d'une nocivité qui, franchement, fait froid dans le dos. Ce d'autant plus, Robert Kennedy Jr. l'a bien dit, Tony Fauci, donc l'architecte de la réponse contre le Covid aux États-Unis, qui est actuellement l'objet de plaintes pénales parce qu'il a financé les recherches sur les gains de fonction dans le laboratoire Pecan de Wuhan à l'origine du SARS-CoV-2, il a menti sous serment devant le Congrès en disant qu'il n'avait jamais financé de gains de fonction. Donc voilà, actuellement, il est poursuivi par la justice. Mais donc, le docteur Fauci, selon Kennedy, savait très bien que la préconisation du remdesivir allait tuer énormément de personnes. Comment ? Avec des effondrements rénaux, des crises cardiaques et des organes qui s'effondrent à travers tout l'organisme. Donc Mike Eden, qui était vice-président chez Pfizer, chef de la division des maladies respiratoires, lui dit très clairement, au début 2020, il y a eu des centaines de milliers de morts excessives qui ont été le résultat de la prescription délibérée de remdesivir, de midazolam, c'est-à-dire des médicaments qui tuent les gens une fois qu'on a décidé qu'il ne fallait pas essayer de les soigner ou même de leur laisser une chance de se rétablir, ou de la morphine, mais donc on est dans un schéma de meurtre à grande échelle. Relevons encore cette anecdotique au passage que le soi-disant premier patient mort du Covid en France le 14 février 2020 pour la Saint-Valentin, alors aujourd'hui on sait que c'est faux, le virus était en circulation dès septembre, en tout cas octobre, donc entre octobre et février il y a forcément eu des personnes malades et des personnes décédées, mais donc
on prend cette personne, un Chinois qui ne parle pas le français, arrivé en France comme étant le premier mort du Covid, et bien ce qu'on oublie de dire, c'est que Yazdan Panak, un des piliers de la corruption systémique en santé en France, a expérimenté sur ce malheureux le remdesivir qui n'était pas autorisé dans cette indication à l'époque. Et donc, sachez encore que la FDA, donc cette ANSM américaine profondément corrompue, vient de donner des lignes directrices disant qu'il faut prescrire du remdesivir pour les patients sous dialyse ou souffrant d'insuffisance rénale. C'est juste insensé. Donc, le docteur Lynn Finderella dit moi je jette l'éponge, je ne peux plus continuer dans un monde aussi fou que cela. Penchons-nous sur la question des intubations encore. Donc vous savez qu'on intubait systématiquement les patients décompensés arrivant à l'hôpital au mois de mars 2020, ou en tout cas très, très facilement. Eh bien, comme le rappelait le docteur Patrick Guérin, que j'ai déjà cité, docteur en médecine vétérinaire, souffler dans un poumon nécrosé n'a jamais été une bonne idée. Donc dès les premières autopsies qui montraient qu'il y avait des thromboses, c'était criminel de l'utiliser. Et l'IHU a tout de suite recommandé autre chose. Alors qu'en a-t-il été? Vous voyez, dans le plus grand système hospitalier de New York, très peu de patients intubés sous respiration artificielle ont survécu. Et d'après America's Frontline Doctors, plus de 90% des personnes intubées sont mortes. Et on a vu effectivement une corrélation parfaite entre le taux très élevé de morts de patients au début de la crise et puis un nombre qui a baissé, mais au fur et à mesure qu'on arrêtait d'intuber les gens. Et effectivement, le Wall Street Journal, en décembre 2020, dit « Les hôpitaux ne pratiquent plus cette intervention qui a été en réalité effroyablement meurtrière. » Et donc, vous voyez, le Télégraphe en Grande-Bretagne souligne aussi « Les taux de mort, le nombre de morts Covid a baissé de manière spectaculaire quand on a arrêté de mettre les gens sous ventilation artificielle. » Et donc, la question qui se pose à nous, c'est combien de personnes ont été tuées en mars-avril 2020 à cause de la ventilation et à cause du remdesivir et des mauvais traitements. Une vraie commission d'enquête devrait établir ces chiffres et ils seront à nouveau énormes. Et vous voyez qu'en attendant, une organisation de bienfaisance s'est mise sur pied aux États-Unis. Un projet de mémorial pour l'humanité trahie par ses autorités sanitaires, en posant la question « Combien de personnes sont décédées dans les 15 jours qui ont suivi la soi-disant vaccination ?» Et il faut savoir que ces morts-là n'étaient pas considérées comme des effets indésirables du vaccin, parce que pendant 15 jours, on n'était considérés pas vaccinés, ce qui est une monstruosité. On meurt quand on a un effet indésirable ou on a une atteinte grave dans les heures qui suivent. Et puis, ceux qui ont été mis sous ventilateur ou traités avec du Doliprane ou du remdesivir. À demain.